La guerre d'usure commence après la mort du général Abdelmonem Riyad et d'une partie de l'état-major de la deuxième armée face à Ismaïlia le 11 mars 1969. Elle a consisté en des harcèlements répétés de l'occupant retranché sur la rive orientale du canal de Suez. Elle l'a maintenu dans un qui-vive permanent. La guerre d'usure a duré plusieurs années. Elle a coûté à l'Égypte beaucoup de sacrifices. Comme l'a écrit le général Saad el-Din Chazli, comme j'ai pu le constater moi-même, la guerre d'usure menée tout le long de la ligne du cessez-le-feu de 1967 de Suez à Port Saïd et Port Foued n'a pas été pour l'armée égyptienne un moyen de pression sur Israël pour le contraindre à évacuer les territoires occupés. Des chefs militaires égyptiens, à l'instar des généraux Chazli, ont raconté les péripéties de la refonte de cette armée qui, après avoir subi des défaites cuisantes, s'est mise courageusement au travail et s'est peu à peu reconstituée jusqu'à devenir un outil militaire capable de tenir tête à l'armée israélienne que des admirateurs inconditionnels faisaient passer pour la plus puissante au monde. Les Israéliens, confiants dans les capacités offensives de leur aviation, la supériorité de leur unité blindée, la rapidité de leur mobilisation, la réactivité de leur état-major, et aveuglés par leur mépris des autres, n'ont prêté qu'une attention distraite aux gesticulations de l'armée égyptienne dont on ne dira jamais assez le courage, la persévérance et les sacrifices. La guerre d'usure a effacé peu à peu les traumatismes des guerres perdues de 1956 et 1967. Elle a permis à l'armée égyptienne d'acquérir au jour le jour l'expérience de l'ennemi qui occupait son sol. Cette expérience, cet apprentissage quotidien lui permettront de réussir en octobre 1973 la traversée de l'obstacle du canal et de bousculer et de détruire les fortifications de la ligne Bar-Lev. L'ANP a eu l'insigne privilège d'être aux côtés de l'armée égyptienne au moment où, après un temps d'épreuves et d'incertitudes, elle a commencé, dans le feu d'une nouvelle forme de guerre, à retrouver confiance en ses capacités. Les images qui revenaient en boucle sur les chaînes de télévision occidentales et qui montraient le désert du Sinaï parsemé de brodequins, loin d'abattre le moral des soldats égyptiens, avaient décuplé leur volonté de surmonter l'adversité. J'évoque dans les pages qui vont suivre ce qu'a accompli la 2e brigade de l'ANP, que je commandais au moment le plus fort de la guerre d'usure. Je rends hommage à ces artilleurs dont le courage et les prouesses ont forcé l'admiration des hommes de la 2e armée égyptienne et des brigades soudanaises et palestiniennes qui les ont vus à l'œuvre. Je rends hommage aux pilotes constamment sur la brèche sur le trajet Le Caire-Alger, transformant les bruyants Antonov 12 en omnibus afin que leurs frères qui combattent sur le front ne manquent de rien. Je rends hommage enfin à toutes les unités de l'ANP qui ont précédé ou suivi la 2e brigade sur le théâtre de la guerre au Moyen-Orient. Pendant 8 ans, de 1967 à 1975, l'Algérie a engagé son armée, son argent, ses matériels pour démontrer concrètement sa solidarité avec l'Égypte sœur. Au moment où je rédige ces lignes, 50 ans après leur épopée égyptienne, des milliers d'anciens membres de l'ANP qui ont été blessés ou qui ont contracté la terrible bilharziose manifestent à Alger pour rappeler combien ont été grands leurs sacrifices et pour demander la reconnaissance de leurs droits, qu'ils trouvent ici l'expression de mon affection et de ma solidarité. Lorsque plus tard l'Algérie s'est exprimée sur une démarche politique qui privilégiait les intérêts de l'Égypte seule, la colère et les mots outranciers qu'il exprime ont remplacé les protestations d'amitié et fait oublier de quelle façon l'Algérie a été présente. Les pages où j'évoque cette partie de ma carrière militaire sont le meilleur témoignage que l'engagement pour les causes justes et la fraternité des armes sont des valeurs impérissables. Ils vont bien au-delà des péripéties de la politique et des querelles conjoncturelles. Houari Boumediene, lorsque les anathèmes ont culminé, a répondu d'une seule façon, mais ô combien grande et digne, devant le front des troupes à l'école de Tafraoui, d'où ont décollé les brigades vers l'Égypte. Il a fait l'appel des absents, la liste de ceux qui ont laissé leur jeune vie dans les sables de Suez. Mai 1967, dans le désert du Sinaï. 15 jours avant la débâcle de juin, je fais partie d'une délégation militaire algérienne qui se rend à El Arish dans le Sinaï pour assister à de grandes manœuvres militaires. Je suis en Égypte pour la 3e fois.
Une première fois pour rapatrier les matériels de l'ALN entreposés au bord du Nil. J'ai raconté plus haut comment cela s'est terminé. Une deuxième fois à l'invitation de l'armée égyptienne, faite aux pays membres de l'Organisation militaire africaine, dont le siège se trouve à Accra, au Ghana. Mon troisième voyage en Égypte, en mai 1967, juste avant le déclenchement de la guerre des 6 jours, me donne l'occasion de visiter des écoles d'instruction et de suivre des manœuvres dans le Sinaï, près de la ville d'Al Arish. Les Égyptiens, encore pleins d'illusions, invitent les chefs d'état-major des pays arabes pour faire étalage de leurs forces. Ce jour-là, nous assistons à une démonstration spectaculaire. Les cibles des chars sont toutes atteintes et dégagent des geysers de flammes et de fumée. Les appuis-feux de l'artillerie ou de l'aviation se déroulent comme sur un stand de tir. Les interventions des autres forces s'exécutent comme à la parade. Toutes ces exhibitions remplissent d'aise l'assistance. Le maréchal Abdel Hakim Amer, vice-président et ministre de la Défense égyptienne, est présent. Il prononce un grand discours à la fin de l'exercice. Nous sommes au moment le plus fort de la crise entre les États arabes et Israël. L'Égypte vient d'interdire le détroit de Tiran aux navires israéliens. Tel Aviv considère cette décision comme un casus belli. Face au discours belliqueux des dirigeants arabes, Israël discrètement mobilise ses soldats et resserre ses alliances. Toutes les chaînes européennes répercutent des messages codés adressés à de mystérieux destinataires. Partout, les moyens de transport des volontaires affluent en Israël. Militaires français qui veulent aller chercher en Égypte leur revanche sur le FLN, vétérans judéo-américains de la Seconde Guerre mondiale, spécialistes des transmissions, des blindés et de l'artillerie, pilotes ayant fait leur classe en Corée, binationaux juifs d'abord, avant d'être hollandais, polonais, anglais ou allemands, anti-arabes de tout poil, tous se donnent rendez-vous en Israël. Ainsi, à la veille de la guerre des 6 jours, l'armée d'Israël est devenue l'armée juive. Chacun connaît sa destination, chacun a sa place. Admirable organisation qui ne laisse aucune place au hasard. Un seul mot d'ordre, détruire l'ensemble des forces arabes d'un seul coup de massue. De retour à Alger, je dis à qui veut bien m'entendre que les Égyptiens sont les plus forts et qu'en cas de conflit, ils l'emporteraient sans aucun doute. Je pense que c'en est fini de l'arrogance des Israéliens. Sharbat Maya, nous n'en ferons qu'une bouchée, répètent les officiers égyptiens sur 2. Il me faudra du temps pour comprendre que, pendant les exercices, ils avaient joué les illusionnistes en maquillant les cibles et les feux pour donner une image avantageuse de leur armée. Ils dissimulaient en fait des fûts de mazout derrière les cibles. La mise en scène avait été préparée de main de maître. Nous avions eu droit également au déploiement d'une unité de dégazage où des militaires, à demi nus, évoluaient derrière des volutes de vapeur d'eau chaude. A-t-on idée de pousser le scénario aussi loin? Les instructeurs soviétiques que les Égyptiens avaient à leur côté ne pensaient pas toujours au transfert de technologie, mais plutôt à rester le plus de temps possible sur place pour des avantages politiques et pour vendre des équipements. Ils fermaient donc les yeux sur les procédés de simulation des Égyptiens parce que d'une certaine façon, le plein la vue rejaillissait sur eux. Des années plus tard, je commandais la 3e région militaire lorsqu'au cours d'une manœuvre de blindés parrainée par le président Benjdid, le souvenir de cet épisode égyptien me revint à la mémoire. Beaucoup d'officiers de différentes unités assistaient à l'exercice. Le général soviétique chargé des instructeurs que je connaissais depuis Tindouf était présent. J'étais étonné par la débauche de tirs d'obus et de roquettes BM-21, les fameux orgues de Staline. Alors que quelques tirs suffisent lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle dans le jargon militaire des tirs de simulation. Comme les munitions sont très onéreuses, ces tirs s'effectuent dans un simple but didactique. Coincé entre le président et les officiers organisateurs de la manœuvre, le général soviétique, mal à son aise, m'épiait du coin de l'œil. Il comprenait que je ne le ménagerais pas au moment de l'évaluation de l'exercice. Il n'avait pas tort, puisque je lui ferais part de mon incompréhension quant à une telle manière de procéder. Il me répondit en russe « Notcho Tavarich Yunas président ». Mes camarades, le président est là. En somme, il est permis de travestir les choses dès lors qu'elles se déroulent sous les yeux du chef. Les Égyptiens ont-ils suivi des conseils soviétiques ou bien ont-ils été les auteurs à part entière de ces manipulations? Le faire semblant qui donne l'illusion que tout est parfait conduit au réveil douloureux. Le 5 juin 1967, la guerre entre Arabes et Israéliens éclate. Avant le dénouement de la tragédie, je me trouve à Alger.
Je suis les événements au siège du commissariat politique de l'ANP qui dispose de téléscripteurs. Les déclarations triomphalistes du Caire ne cessent de tomber. Je décide tout de même de rejoindre mon unité dans le sud-ouest au cas où on aurait besoin de moi. Une panne de voiture me force à m'arrêter à Al-Asnam, où j'apprends par la radio que les troupes israéliennes sont entrées dans la ville d'Al-Arish que je venais de visiter quelques jours auparavant. Al-Arish investi signifie que les Israéliens ont franchi le dernier rempart égyptien. Le soir, j'arrive à mon unité. Mon chef d'état-major Mohamed Ousliman, rivé à son transistor, écoute surtout les stations qui annoncent les bonnes nouvelles. Je sais, moi, que c'est la fin, mais personne ne veut encore y croire. Ousliman est désespéré. Sa peine fait peine à voir. À quoi peut-il servir que je lui dise que je ressens les choses comme lui? Le lendemain après-midi, nous apprenons que le Caire est pilonné et que les Israéliens sont sur le canal de Suez. Sur la table, la radio nous hypnotise. Il faut se rendre à l'évidence. Ousliman se met à sangloter. Cet homme qui a enduré les conditions difficiles du maquis et mené de grands combats ne peut contenir ses larmes. Nous ressentons la défaite des armées arabes comme une terrible humiliation. Des citoyens algériens meurent de douleur, terrassés par des crises cardiaques. De jeunes Algériennes se donnent la mort en se jetant dans le vide. Alger en effervescence. Au plus fort des combats, avant que le rideau tombe, des ordres nous parviennent. Nous devons nous préparer à rallier le Moyen-Orient. Un fort groupement sous les ordres du commandant Abdelrazak Bouhara s'envole pour l'Égypte, précédé par le commandant Zerguini à la tête d'un staff d'officiers. Ces préliminaires signifient un engagement militaire de l'Algérie au Moyen-Orient. Nous disposons à l'époque de 3 brigades d'infanterie motorisées, commandées respectivement par Abdelkader Abdellaoui, moi-même et Mohamed Alleg. En sus de ces forces, l'Algérie envoie également l'essentiel de son aviation. Le capitaine Mohamed Bouzroub décolle d'une base du sud-est de l'Algérie avec 2 escadrons de MiG-17. 15 MiG-21 que nous venons tout juste d'acquérir partent également. Ils sont pilotés par des Égyptiens. Dès leur atterrissage, nos MiG-21 sont préparés et envoyés en mission. 2 de nos appareils sont astreints à des atterrissages forcés à la frontière algéro-tunisienne pour des raisons techniques. Un de nos MiG-21, marqué de la cocarde algérienne, est abattu au-dessus de Tel Aviv. En plus de tous leurs déboires militaires, les Égyptiens doivent subir encore l'humiliation d'apprendre que le seul avion qui a pu atteindre la capitale d'Israël n'est pas égyptien. En appui du groupement Bouhara, un détachement logistique conduit par le commandant Slim Saadi, directeur du transport, suit par la route. Arrivé en Libye, Saadi reçoit l'ordre de rebrousser chemin. Alger ayant entre-temps appris la fin des combats. Sur le chemin du retour, les Tunisiens qui, à l'aller, accueillaient le convoi avec des youyous, des fleurs et des friandises, se massent au bord de la route et, tels des autostoppeurs, indiquent, le pouce levé, que les choses se passent à l'est. La défaite des armées arabes provoque en Algérie une grande émotion. Le peuple algérien est secoué par une vague de colère et d'indignation comme jamais auparavant. L'interrogation est simple et tragique en même temps. Comment un petit pays, Israël en l'occurrence, peut-il en quelques jours défaire 3 armées arabes? Lorsque l'émotion retombe, il faut se rendre à l'évidence et se poser les bonnes questions. Les régimes arabes responsables de la catastrophe n'ont pas créé d'outils militaires capables de s'opposer à ceux d'Israël. Des experts militaires ont analysé le déroulement des opérations et pour rendre leurs conclusions, ils ont étudié les facteurs suivants: l'origine sociale de l'immense majorité des officiers, la formation des hommes, la solidité de la chaîne de commandement, la compétence des états-majors, la qualité des armements, la maîtrise des techniques, l'état d'esprit de la troupe et les facteurs dont dépendent la cohésion et la solidité d'une armée, et qui se résument en quelques mots: l'armée doit être consciente qu'elle est le rempart ultime de la nation. Sur tous ces points, l'armée israélienne l'emportait. Qu'est-ce qui a manqué aux armes arabes? L'amour de la patrie? Non, assurément. Le courage alors? J'ai eu l'occasion pendant mon séjour sur le front du canal de Suez de constater la valeur du soldat égyptien. Alors, les armées arabes ont été victimes de l'incompétence de leur état-major, de la démagogie et des petits calculs de dirigeants politiques aveugles face aux vrais rapports de force, victimes de la défaillance des services de renseignement qui s'intéressent plus aux opposants politiques qu'aux menaces extérieures, victimes de l'embourgeoisement d'une catégorie d'officiers. Les manipulations se pêchèrent dès qu'on quitte le faux semblant pour affronter le réel.
L'évaluation politique de la situation en Israël faite par le pouvoir égyptien était erronée. L'équation était simple. L'Égypte est éternelle, Israël se sent fragile et encerclé. L'Égypte peut perdre toutes les guerres, Israël ne peut pas se permettre d'en perdre une seule. Abd Nasser croyait aux garde-fous diplomatiques, Israël n'en avait cure. Dès lors, l'État juif utilisera tous les moyens, toutes les manipulations, toutes les désinformations pour conjurer la seule chose qu'il craint, une défaite militaire. Le président Houari Boumedienne n'est pas homme à se laisser abattre par une bataille perdue. Il part à ce qu'il pense être le plus pressé, mettre les alliés soviétiques au pied du mur. Il se rend à Moscou et demande à Brejnev de ne pas abandonner l'Égypte. Réarmez l'armée égyptienne, l'Algérie paiera toutes les armes que vous fournirez. Houari Boumedienne, cet homme au sang-froid légendaire, avait réagi comme Ouslimane, comme moi, comme tous les Algériens. Il avait cédé à l'émotion. Le remède ne consistait pas à déverser sur les bords du Nil des milliers de tonnes d'armement, il fallait d'abord que l'Égypte fasse sa propre critique, puis sa propre mue, que les responsables de la catastrophe s'en aillent, que de nouvelles élites militaires émergent, que la situation politique se décante, que le bilan amer, quelle que soit son ampleur, soit fait par les Égyptiens eux-mêmes. 6 jours après le début des combats, l'aviation arabe n'existe pratiquement plus. Les chars égyptiens, jordaniens et syriens brûlent dans le Sinaï, dans la Cisjordanie et sur les hauteurs du Golan. L'État hébreu a triplé son territoire. Il occupe le Sinaï, la bande de Gaza, la Jordanie et Jérusalem-Est. Au-delà de ce terrible coup matériel, il y a l'impact moral et psychologique de cette défaite. Les étendues désertiques du Sinaï, parsemées par les chaussures des soldats égyptiens qui fuyaient, étaient des images qui ont marqué les mémoires. En réalité, Boumedienne, qui a eu toute proportion gardée à reconstruire une armée délitée et démoralisée, sait bien que les choses ne sont pas simples, surtout dans le contexte géopolitique de l'époque. Il ne croit pas à un sursaut immédiat des armées arabes, d'autant qu'aucune d'elles ne s'est repliée en bon ordre derrière des lignes faciles à défendre. Il croit à la guerre populaire et il le dit à Abd Nasser. Il conseille d'empêtrer l'armée israélienne dans le tissu urbain des villes arabes, la cibler par des milliers d'attentats, l'obliger à être partout à la fois. En un mot, la confronter à la rue arabe, à la profondeur de l'Afrique du Nord, aux foules islamiques innombrables et motivées. Elle n'a ni la capacité humaine, ni les moyens militaires, ni les alliances pour s'engager dans une telle aventure. Abd Nasser, qui voit le Caire sur le point de tomber, n'a pas la même approche des choses que l'Algérien. Abd Nasser est un grand apparatchik, chef des apparatchiks de l'armée, de l'administration et de l'establishment. Il ne veut pas être un révolutionnaire. Boumedienne se trompe de personne, n'est pas Ho Chi Minh qui veut. Au pied du mur, le grand Raïs, longtemps chantre de l'arabisme et de la solidarité arabe, recule devant l'unique, la vraie, la seule solution. Il ne veut pas de la guerre populaire, parce qu'elle signifie la révolution et ses chamboulements. L'Algérie veut régler le problème à sa base, la Palestine. Abd Nasser veut récupérer le Sinaï. Boumedienne poursuit un grand idéal, Abd Nasser un petit objectif. L'armée israélienne victorieuse s'arrêtera au bord du canal pour éviter le piège où Boumedienne espère la voir tomber. Plus tard, le petit Gaza lui donnera du fil à retordre, si bien qu'elle préférera l'évacuer, quitte à l'assiéger de loin jusqu'à ce que mort par asphyxie s'ensuive. Gaza, où l'armée israélienne a fini par perdre pied, apportera la preuve que, en 1967, Boumedienne avait vu juste. L'armée israélienne sur le canal de Suez se met à sécuriser et à aménager les territoires nouvellement conquis. Comble de malchance, Ferdinand de Lesseps, l'homme qui a réalisé le canal, avait fait entasser les terres provenant des fouilles sur la berge orientale de la voie d'eau. Le remblai, tassé par le temps, les passages répétés des hommes et parfois par les intempéries, est devenu dur. Il forme un mur haut de plusieurs mètres. Le génie israélien en tire le meilleur profit pour en faire un obstacle truffé de bunkers, d'emplacements pour l'artillerie et les chars, de fortifications diverses, de barbelés et de mines. C'est en octobre 1968 que je reçois l'ordre de me préparer à aller relever la brigade du commandant Abdelkader Abdellaoui. Alors que le groupement Bouhara et la brigade Abdellaoui s'étaient relayés dans un intervalle de 6 mois, Houari Boumedienne décide que les séjours de nos personnels au Moyen-Orient seront d'une année. Les matériels resteront sur place. Décision réaliste. L'Algérie étant géographiquement éloignée du théâtre moyen-oriental,
ces unités lors de la guerre des 6 jours s'étaient présentées une fois que tout était fini. Les hommes de la 2e brigade sont passablement excités à l'idée qu'ils vont connaître un pays qui, depuis quelques années, défraie les chroniques politiques et militaires. La guerre ne leur fait pas peur. Les batailles qu'ils ont menées sur les Djebel les ont aguerris. Si certains sont inquiets, ils ne le montrent pas. Ma brigade est articulée autour de 3 bataillons de 600 hommes chacun, d'un bataillon de 31 chars T-55, d'un groupe d'artillerie, 2 batteries de longue portée calibre 122 mm et une batterie d'obusiers de 152 mm, d'un groupe de défense contre-avions composé de 2 batteries bitubes de 35 mm et d'une batterie de 24 mitrailleuses de 14,5 mm, soit 4 affûts de 6 mitrailleuses chacun. Elle dispose de 5 compagnies de transport, de transmission, de reconnaissance, de commandement et des services. Plus tard, elle sera rejointe par celle du génie. L'embarquement se fait à partir de la base aérienne de Tafraoui, près d'Oran. Le principe de la relève est simple. Chaque bataillon relevant occupe la place de celui relevé et ainsi de suite. Puis vient le tour des compagnies et enfin l'état-major de la brigade. Le commandant de la brigade fait le voyage en dernier car il doit veiller à l'embarquement de l'ensemble de ses hommes et de ses moyens. Il faut une vingtaine de jours pour la translation dans les 2 sens des personnels, qu'ils soient officiers, sous-officiers ou hommes de troupe. Les nouveaux venus disposent d'assez de temps pour s'adapter au dispositif de combat. 2 jours sont largement suffisants pour la passation des consignes et pour la cérémonie finale. Pour veiller au bon déroulement de l'opération, j'élis domicile aux messes des officiers de la base. Quelquefois, des amis insistent pour m'héberger chez eux à Oran. La zone de regroupement et d'attente des unités qui vont être transférées est une caserne attenante à l'école de Tafraoui, spacieuse et propre, disposant de toutes les commodités. Cette halte avant le grand départ est nécessaire pour un ultime briefing des hommes et pour leur dotation en équipement personnel. Oran, à l'époque, est une ville noctambule. Elle brille de tous ses feux. Les Français viennent de quitter, avant terme, Mars el-Kibir. Les villas abandonnées par les expatriés ne trouvent pas acquéreurs. À Valmy, village que je traverse 2 fois par jour lorsque je me rends à Tafraoui, les persiennes mal fermées des fenêtres claquent au gré du vent. Le départ des personnels français de la base de Mars el-Kibir a fait de Valmy une ville fantôme. La ruée des paysans algériens vers les villes n'a pas encore eu lieu. La grande transhumance humaine ne commencera qu'au lendemain de la révolution agraire. Le commandant de la base, le capitaine Mohamed Ben Cherchali, mon ami de longue date, m'est d'un grand secours. Il a déjà l'expérience du transfert de la 1e brigade. Notre compagnonnage date depuis longtemps, depuis que j'ai accueilli Mohamed à la base de Mishriya, où il avait posé son Yak 2 pour une escale technique. À l'époque, tout n'allait pas pour le mieux à notre frontière ouest. L'affaire de Hassibaïda était encore fraîche. Je suis content, avant de partir pour le Moyen-Orient, de retrouver un ami à la répartie facile et aux mots féroces, mais mots toujours pour rire, aimé par tous pour ses grandes qualités humaines. Mohamed descend d'une famille blidéenne aisée. Invité chez lui à Blida, j'ai eu le bonheur de rencontrer des gens de qualité. Touché par les nationalisations, son père, militant indépendantiste de la première heure, était passé dans sa propre usine de propriétaire à salarié. La famille Ben Cherchali a beaucoup donné à la patrie. L'aîné Mustafa est tombé au maquis en 1957. Le cadet Nourdine a survécu au combat de la guerre de libération. Les retrouvailles à la base de Tafraoui avec les officiers aviateurs, la plupart d'anciens compagnons du maquis, sont émouvantes. Les choses que nous avons partagées en commun nous rassemblent. Malgré les responsabilités que nous assumons, nous sommes restés insouciants de cette insouciance que procure la fougue de la jeunesse. L'indépendance, c'était hier, le temps a passé vite. Nous n'avons pas connu d'adolescence. Nous n'avons jamais pu accomplir les gestes qu'accomplissent naturellement les jeunes de notre âge. S'attabler à la terrasse d'un café ou fréquenter des lieux dits de perdition et dont la morale inculquée par nos pères nous interdit de prononcer le nom. Nous étions discrets et prudes quand nous faisions certaines sorties. Au moment du départ vers le franc égyptien, je fais une petite rétrospective. Quels sont les projets personnels que j'ai fait aboutir? Aucun, en réalité. Qu'importe, j'ai le plus précieux des pécules, presque 5 années exaltantes dans les rangs de la LN, années pleines d'expériences et de rencontres avec des hommes admirables et dont beaucoup, hélas, ne sont plus de ce monde. Nous embarquons vers l'Égypte à bord d'Antonov 12, renforcés par une petite flottille de gros porteurs égyptiens. Les 6 avions dont nous disposons à l'époque sont pilotés par des Algériens. Tarabelsi et Djilali Timoulgui
plus tard pilote à Air Algérie. Slim Ben Abdallah, longtemps pilote du président Boumediene et qui finira général. Rachid Boutella, Mohamed Boulahzaz, Mustafa Daoudji, Darraji, Souilah et j'en oublie, tous à la retraite à présent. Ces jeunes pilotes sont beaucoup d'heures de vol à leur actif, mais pleins d'audace et de bonne volonté, acquièrent sur le tas les connaissances qui font l'aviateur chevronné. Et tout était à faire rapidement. Pendant le séjour des unités algériennes au Moyen-Orient, ils ont été sur la brèche de jour comme de nuit, volant dans des conditions pénibles, bravant les orages qui éclatent à 4000 mètres d'altitude. Un jour, le lieutenant-pilote Mohamed Boulahzaz, aux commandes d'un Antonov 12, a son radar en panne dès le décollage de l'aéroport militaire de Tafraoui. Il continue le vol avec une seule idée en tête, arriver à bon port et si possible à l'heure. Ne pouvant procéder aux réparations pendant l'escale de Benghazi, il continue en se servant uniquement de sa radio pour éviter les orages, slalomo dans le ciel au son de la friture qui emplit ses écouteurs. Je fais le voyage dans l'avion piloté par Slim Ben Abdallah. À l'approche du Caire, je pénètre dans la cabine de pilotage. Je suis surpris par des lueurs bleuâtres qui virevoltent sur la verrière. Ben Abdallah me rassure. Il m'explique que l'électricité statique qui se crée dans certaines conditions atmosphériques provoque ces étranges et inoffensifs phénomènes. Un avion du même type que le nôtre qui avait décollé avant nous est touché par la foudre. Le pilote Mohamed Trabelsi nous annonce par radio qu'au moment de l'impact, l'avion a été fortement secoué et qu'une boule de feu a envahi le carlingue. Les 90 soldats qui sont dans l'avion se ruent vers l'avant. N'eût été l'intervention énergique de l'équipage, l'avion aurait été déséquilibré. Quelques minutes après, il nous rassure que tout est rentré dans l'ordre. Lorsque nous atterrissons, des officiers algériens et égyptiens sont groupés autour de l'appareil qui vient de connaître des moments difficiles. Une déchirure part du nez de l'avion et zigzague le long du fuselage en suivant les rivets qui emboutissent l'atoll. Nos camarades l'ont échappé belle. Chaque semaine, un Antonov 12 chargé de l'approvisionnement et du courrier atterrit au Caire. Au cours d'un vol, un de ces jeunes pilotes affronte une météo exécrable. Sachant qu'il ne peut ni continuer à cette altitude ni revenir à sa base, il entasse tous ses passagers, peu nombreux heureusement, dans la petite cabine pressurisée et grimpe à 8000 mètres, évitant ainsi le pire. Tout au long du séjour de nos brigades en Égypte de 1967 à 1975, leur prise en charge est assurée par le gouvernement algérien. Les brigades disposent d'un compte domicilié dans une banque égyptienne et alimenté par le Trésor algérien. La prime d'alimentation et les autres primes sont les mêmes pour tous. Elles sont équivalentes à celles octroyées en Algérie. Le commandant de la brigade dispose d'un appartement dans la capitale égyptienne et d'un véhicule de fonction.